de retour sur notre plateau et c'était une très belle chanson interprétée par notre artiste Houari Bouabdallah. Eh bien, j'ai été rejointe par deux grandes personnalités, deux grands médecins. Alors, chacun dans son domaine. Alors là, il va nous parler d'une certaine spécialité qui est un petit peu méconnue en société chez nous en Algérie. Et l'autre, bien sûr, il est neurologue parce qu'il va nous parler du trouble du sommeil. Eh bien oui, on est un petit peu déstabilisé. Notre sommeil est un petit peu déstabilisé pendant non seulement le confinement, mais aussi pendant le mois de Ramadan. Eh bien, pour en parler, il y a Monsieur Barli Ilyes, il est médecin et chercheur en médecine orthomoléculaire et en accompagnement neuro-émotionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec plaisir. Alors, je souligne aussi à nos chers amis téléspectateurs que vous avez fait la route de bon matin de Tlemcen jusqu'à Oran pour assister à notre duplex. Tout à fait. À notre direct. Voilà, et avec grand plaisir. Très bien, le plaisir est partagé. Marhaba bik. Alors, vous êtes accompagné du docteur Ben Gamara Nordine, neurologue. Bonjour. Bonjour Imen, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Très bien. Alors, vu le confinement dû à la crise sanitaire qui, chez certaines personnes, a entraîné, on va dire, un déséquilibre du sommeil. Tout à fait. Alors, il faudrait d'abord, pour essayer de comprendre cette situation, rappeler qu'est-ce que le sommeil, finalement. Alors, qu'est-ce que le sommeil? Voilà, tout à fait. Méconnu, le sommeil, la médecine du sommeil n'a démarré que depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est vraiment une médecine très jeune. Le sommeil, c'est d'abord un organe et une fonction. Un organe, donc, il y a une certaine interconnexion entre des circuits neuronaux qui vont entraîner le sommeil et ensuite permettre l'éveil. Et entre parenthèses, on ne parle pas de médecine du sommeil, on parle de médecine du sommeil et de l'éveil. Donc l'un va entraîner l'autre, il y a une sorte de flip-flop, une sorte d'équilibre qui va se faire. Donc, d'après ce que je comprends un petit peu, c'est qu'on peut avoir un problème de sommeil et on peut avoir aussi un problème d'éveil, tout à fait, de maintien d'éveil. On pourra donner quelques précisions tout à l'heure. Oui. Et c'est aussi une fonction qui va nous permettre, entre autres, donc de nous débarrasser de certaines toxines. Bon, je dis ça sur un terme très vulgaire, très vulgarisé plutôt. Et surtout, de sécréter certains neurotransmetteurs qui sont importants. Vous savez que l'hormone de croissance est sécrété pendant le sommeil lent. C'est une des phases du sommeil. C'est important. Donc, en normal, on va comprendre automatiquement donc, que certaines hormones risquent d'être mal sécrétées et ça va avoir certaines répercussions. Bon, ça, c'est en gros. Le sommeil est une fonction rythmée et régulée. Rythmée par une horloge interne dite biologique qui se trouve dans une partie du cerveau qui s'appelle l'épiphyse, qui est une glande qui va sécréter de la mélatonine, sous certaines influences bien sûr. Donc ça c'est le côté individuel. Cette horloge est elle-même régulée par les aspects sociétaux et par la lumière qui est diffusée par le soleil principalement. Donc, lumière éveille, pas de lumière, pas de soleil, on dort. Les rythmes sociétaux, et là je ferai une petite parenthèse concernant l'évolution. Dans quelques situations, docteur, oui. C'est que même quand il y a on va dire que c'est sombre, tout est on va dire mis en éveil. Oui. Donc on ne peut pas dormir. Alors il y a d'autres le sommeil ne vient pas. D'autres facteurs, oui, d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Un stress, du bruit, tout ça peut bien sûr déranger. Et tout ça c'est on parlera dans les insomnies, si vous voulez, donc dans les causes, si vous voulez, des insomnies ou du maintien du sommeil. Les insomnies peuvent D'ailleurs, qui sont très fréquentes pendant le mois de Ramadan, absolument, non? Absolument. Ces insomnies sont réactionnelles, bien sûr, au décalage horaire. Donc ça, c'est, je vous dis, un peu, on arrivait là. Et donc, cette régulation se fait aussi par les rythmes sociétaux. Les rythmes sociétaux, c'est d'abord la lumière environnementale, la lumière des villes, qui n'existait pas avant. Qui n'a été introduite que depuis peut-être un siècle et demi ou 2 siècles, et qui est un facteur donc aussi de réveil.
et tous les aspects modernes. Télévision, tout ça, tous les... L'Internet, le téléphone. L'Internet, tout ça. Et le fait qu'on doit se réveiller le matin à 8 heures pour aller travailler, et ceci et cela. Donc tout ça font que ces aspects sociétaux vont rythmer notre vie, et c'est principalement actuellement le meilleur rythme de régulation de notre sommeil. Ce sommeil a un peu évolué avec l'histoire. Avant, le sommeil était biphasique. Il n'y avait pas de ces rythmes sociétaux. Une fois que le soleil disparaissait, automatiquement les gens, L'Isha, ou plus tard, qu'ils allaient dormir. Les gens allaient dormir, ils dormaient suffisamment, ils se réveillaient au milieu de la nuit pour vaquer à des préoccupations quelconques et tout, pour aller encore se réendormir et se réveiller mal fajr. Et les horaires d'al-salat sont rythmés avec le cycle éphéméral, avec les cycles de sommeil. On doit se réveiller pour le fajr, avec ensuite donc, les différentes phases solaires, et on doit normalement dormir mal l'Aïcha. Ça, c'est l'aspect naturel des choses. D'accord. Mais bon, ça, la vie moderne... c'est ce qu'il faudrait qu'il se fasse. C'est ce qu'il faudrait que ça se fasse. Très bien. Mais bon, les rythmes sociétaux, tout ça, on ne peut pas les négliger. On doit bien sûr regarder les informations à 20 heures, on doit regarder votre émission aussi, etc., etc. Et donc tout ça, on doit faire du travail, des gens qui travaillent le soir. Tous ces rythmes se sont imposés pratiquement pour déphaser, décaler un peu les rythmes dits naturels. Très bien. Voilà un peu. Grosso modo. En grosso modo. Très bien, on y reviendra d'ailleurs pour parler sur le sommeil. Le sommeil, c'est un monde, on va dire. C'est un monde. Donc, il y a Dr Barli qui est avec nous. On partage avec lui agréablement ce plateau. Eh bien, vous venez tout juste de Tlemcen. Merci. Très bien. Alors, vous êtes chercheur et médecin en médecine orthomoléculaire. Alors, qu'est-ce que la médecine orthomoléculaire? Voilà, la médecine orthomoléculaire a été institué en 1968 par le professeur Linus Pauling. Il est double prix Nobel. C'est une médecine qui se base sur les éléments corrects existants dans l'organisme. Donc, c'est-à-dire, un des principes, c'est que pour tout médicament qui peut apporter un effet bénéfique à l'organisme, il existait dans cet organisme des substances qui apportaient ce même effet, light. Et donc, c'est le déficit de ces substances qui entraîne l'état maladie. Donc, au lieu de chercher, comme le fait la médecine allopathique qui a toujours sa place, de traiter les symptômes, la médecine orthomoléculaire va aux causes qui ont enclenché l'état maladie. Et donc, non seulement on va régler la symptomatologie qu'il existe puisqu'on a réglé le problème, mais on va à l'origine même de la maladie pour éviter tout ce qui est récidive et c'est-à-dire que cette maladie se répète chez cette personne et elle se base essentiellement sur des apports qui sont non pas préventifs ou bien pour permettre la survie, mais des doses thérapeutiques de vitamines, d'oligo-éléments ou de causes. Donc, alors, entre la médecine orthomoléculaire et la nutrition, il y a une grande, on va dire, une grande symbiose. Oui, tout à fait, parce qu'on peut appeler la médecine orthomoléculaire, dans certains pays, on l'appelle la micronutrition. Voilà. Parce que même... Vous voulez arriver à ça, voilà, justement. même la nutrition en elle-même est la base de cette médecine, puisque la nutrition elle-même, elle a des apports vitaminiques, elle a des apports en oligo-éléments. Mais comme le sommeil a été perturbé par notre époque contemporaine... C'est qu'il y a un rapport, voilà, la nutrition. Voilà. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on vous a réunis tous les deux avec nous sur ce même plateau. Donc on va parler un petit peu nutrition pendant le mois de Ramadan. Alors la nutrition, elle est complètement décalée, on va dire bafouée, la bonne nutrition. Pendant Ramadan, on fait quand même... ce qui est gras, on est attiré par... On fait de l'excès. Exactement, on fait de l'excès, docteur Bengaman, on fait de l'excès, c'est le sucre, c'est le gras. Donc, parlez-nous un petit peu comment faire déjà pour gérer cette malnutrition et pour avoir aussi un bon sommeil. Voilà, eh bien, tout à fait. Donc, comme c'est tellement complémentaire, on a dit que le sommeil a été perturbé par notre vie moderne. Même notre vie moderne a perturbé notre nutrition. Voilà, donc elle n'est pas aussi bio, aussi variée en couleurs,
aussi authentique. On cherche le produit industrialisé quelque part, rapide. Cette période de confinement permet un peu de s'éloigner des fast-foods. Voilà, et de reprendre un mal pour un bien. Voilà, une alimentation quelque part authentique. Et on espère que, comme dans certains pays, même les fast-foods vont se mettre aux salades variées, vont se mettre aux trucs authentiques, au bio et surtout au traditionnel également. Et même les méthodes de cuisson, par exemple avec l'argile, donc essayer au maximum, parce que dans certains pays, c'est le luxe maintenant, de revenir au traditionnel. Voilà, et surtout essayer d'apporter cette variante et essayer de manger un peu de tout. Par exemple, avant c'était 7 fruits et légumes, maintenant on est à 7. Il y a même des nouvelles recommandations, 11. Et par exemple, je vous donne un exemple, quand on parle de piment rouge, vert, orange et jaune, si on le met dans une assiette, on n'a pas un légume, on a 4 légumes, parce que la différence de couleur engendre des différences de propriétés intrinsèques. Voilà. Très bien. Donc, et comme vous l'avez si bien dit, c'est que la nutrition déteint sur le sommeil. Tout à fait. Voilà. Et pour lui donner la main, j'allais dire que si on sait s'alimenter bien et peu, ceci il va le confirmer, va réconforter le sommeil. Et moi, ce que je peux dire, que le jeûne en lui-même, avec les études de Walter Logo, les études d'André Guernez, il a été prouvé que à partir du 3e jour de jeûne, les cellules souches commencent à être produites à se régénérer et les cellules atteintes à être éliminées. Et pour André Guernez, 30 jours de jeûne, c'était déjà une thérapie qui a été utilisée il y a un siècle dans le traitement des maladies chroniques. Déjà aujourd'hui, c'est le 4e jour et on se sent un peu mieux qu'avant. Voilà. On a un adage qui dit « qui dort dîne ». Voilà. Ça résume un peu. Ça résume tout, ça résume tout. Puis on dort mieux, on dort plus léger, on a moins de flatulences. Voilà. Surtout qui gêne, on respire mieux. On ronfle moins pour certains, parce que là aussi c'est un gros problème actuellement de santé publique, l'apnée de sommeil. L'apnée du sommeil, exactement. Et les ça c'est un autre sujet carrément. C'est un autre sujet qu'on pourrait éventuellement rediscuter à un autre jour, c'est vraiment une grosse... Très bien. Et il y a des astuces de base qui sont ultra simples, par exemple boire un verre d'eau chaude avant de dormir permet un sommeil excellent et permet une détoxification intestinale et donc un meilleur transit. Voilà le thème que je cherchais, donc plus le transit se fait bien, automatiquement on va bien dormir et tout. Bien dormir. Il y a moins de contraintes, si vous voulez, au niveau gastro-intestinal et qui risquent de se répercuter sur... Beaucoup de gens disent, d'une manière générale, comme ça dans l'art et tout, j'ai le côlon. C'est pas tout à fait le côlon. Voilà, ça c'est pas le plus souvent. C'est la malnutrition, je crois. Les flatulences gastriques et abdominales et tout, et tout ça est en rapport avec une mauvaise hygiène alimentaire. Je rejoins un peu ce que vient de dire mon confrère. Très bien. Alors, le sommeil, on revient au trouble du sommeil pendant le mois de Ramadan. Alors, comment gérer ce trouble du sommeil pendant ce mois sacré? Alors, il n'y a pas cette année, principalement, il n'y a pas que le Ramadan. Il y a déjà le confinement. Donc, on est déjà prédisposé. Ça va de pair. Ça va de pair. Il y a une sorte de continuité. Juste pour rappeler que nous ne sommes pas en déconfinement. Et beaucoup de gens le pensent. Les gens doivent penser qu'on est nous sommes en confinement allégé. C'est différent, nous sommes toujours en confinement. Je voudrais le rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que nous ne sommes pas déconfinés. Donc que les gens quand même prennent conscience de ça, c'est quand même assez... Que le danger est toujours présent. Est toujours présent. Et donc d'une manière générale, Ramadan, on dit chaque année toujours ça, il y a un décalage de phase. Oui. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure pour préciser que le sommeil est une fonction, est un phénomène qui est réglé d'une manière nictémérale, d'une manière selon les 24 heures. L'horloge biologique est à 24,2 heures. Donc il y a toujours un décalage vers l'avant par rapport au rythme sociétal imposé. Et donc il y a un décalage. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, étant donné qu'ils travaillent moins, que la femme qui est à la maison aussi a moins de charges ménagères et tout, va se réveiller un peu plus tard. Il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de tout ça. Le sommeil va persister. Ça va entraîner la fameuse grasse matinée un peu prolongée. Donc automatiquement, d'une manière générale, vers 10h, 11h, la personne va se réveiller. On commence à se réveiller. Plus le confinement qui maintenant a
entre guillemets, abolit aussi le travail, les gens n'en vont pas moins travailler. Il y a des personnes qui ne partent Il y pas a au automatiquement, travail. voilà, il y a donc automatiquement une répercussion sur ces phases que je viens de décrire. Sur le plan pathologique, nous avons des avances de phase. Bon, ça c'est beaucoup plus pour les gens qui sont couche-tôt, lève-tôt et tout comme ça. On le voit moins, mais c'est surtout des décalages vers le retard. Oui. Le rythme est décalé, soit vers un retard véritable, soit vers une sorte de, ce qu'on appelle un certain nombre d'irrégularité du rythme veille-sommeil. Ça c'est encore pire parce que c'est l'anarchie qui va s'imposer au niveau. On se réveille pendant 2 heures, on va se réendormir, on croit bien faire en refaisant une sieste, etc., etc. Et on se retrouve à minuit, 1 heure du matin, avec les yeux bien écarquillés. Exactement. On n'a plus envie de dormir. On n'a plus envie de dormir. Et donc, cette horloge biologique qui va entraîner la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, une fois que le soleil disparaît et qui va arrêter la sécrétion quand le soleil réapparaît, ben, elle est complètement désynchronisée par rapport au rythme normal. Et elle va mettre un peu de mélato par-ci, un peu de mélato par-là. Automatiquement, le cerveau ne recevant pas ces afférences qui vont induire le sommeil, par bien sûr le jeu, le truchement de certaines cellules neuronales et tout, bah, automatiquement il y a un déphasage. Et un déphasage qui s'ensuit va se répercuter sur les neurotransmetteurs, sur la sécrétion d'hormones, sur énormément de choses qui peuvent permettre un équilibre au niveau donc, de notre... Alors, est-ce que dans cette situation... Ça va exciter, ça va entraîner l'anxiété, ça va entraîner énormément de choses. Alors, est-ce que pendant cette situation, on va dire, on ne peut pas dormir le soir, et des fois, on a envie de dormir le soir, donc, est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, prendre des somnifères, par exemple? C'est la moins bonne méthode, pour ne pas dire je voulais arriver à ça justement, parce que j'ai rencontré des personnes à l'extérieur. Voilà, alors, les somnifères, je tiens bien sûr à préciser, c'est un mot un peu de vulgarisation, les médicaments du sommeil, ce sont les hypnotiques. Sur le marché, nous avons de la mélatonine actuellement, mais qui n'est pas très, très bien dosée, mais qu'on peut mettre aussi comme réparateur en quelque sorte de ces décalages. Mais c'est surtout ce que nous utilisons assez, c'est la luminothérapie. C'est s'exposer à la lumière. Si c'est des retards de phase, il faut s'exposer. Alors, s'exposer, on peut le faire à la lumière naturelle du soleil. Ouvrir bien sa fenêtre, aérer, se réveiller suffisamment tôt, recevoir de plein fouet ce jet de lumière. Voilà, c'est important. Sinon, on peut le faire. Nous, on le fait, on fait de la luminothérapie. Donc, c'est des appareils qui mettent de la lumière à 10 000 lux, à partir de 10 000 lux, et on place les malades devant, en fonction du décalage. Si c'est un retard de phase, donc c'est le matin pendant une vingtaine jusqu'à une trentaine de minutes, et on le refait pendant plusieurs fois pour essayer de recaler un peu cette horloge biologique. Si c'est des avances de phase, pardon, c'est surtout le soir. Bon, c'est technique, c'est nos techniques. Mais sinon, sur le plan naturel, on peut le faire devant. On ouvre bien sa fenêtre, bien s'aérant, en recevant, comme je vous dis. Docteur Barley, vous êtes en train de hausser la tête. Oui, non, je voulais juste rajouter que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit et que pour essayer de permettre la bonne synthèse de la mélatonine, il faut également lever la préoccupation neuro-émotionnelle. Donc le portable, apprendre à l'éteindre carrément et non pas le mettre silencieux quand on désire, parce que sinon notre mental est quelque part à la recherche des notifications. Et pourquoi pas éteindre le Wi-Fi si on ne l'utilise pas, enlever la prise de la télé pour ne pas laisser la petite lumière rouge ou bleue ou vert qui peut déranger le sommeil et la synthèse de la mélatonine. Voilà. De bon matin, regardez l'émission de Iman. C'est important parce que c'est des excitants qui vont réveiller, qui vont... Très bien. Et permettre donc un recalage de cette horloge biologique. Et puis les grands méfaits d'Internet et de tout ça, bon, on pourra en parler des heures. Quelles sont les répercussions justement de ces somnifères, de ces personnes qui prennent des somnifères à longueur d'année pour dormir? Alors, il n'y a pas de répercussions, j'allais dire, très graves. Hein. Si on prend des hypnotiques... Mais non, il faut dire que c'est grave. Non, c'est pour ça que je voulais faire un peu le distinguo entre ce que les gens prennent d'habitude, qui, eux, sont des anxiolytiques. Ce n'est pas la même chose. Qui sont donnés pour gérer le stress, l'anxiété et certaines pathologies. Et qui, dans leurs effets secondaires, entraînent la somnolence. Ce n'est pas l'effet recherché par le thérapeute.
Par contre, les hypnotiques, qui eux sont, j'allais dire, les médicaments du sommeil, il y a la mélatonine, il y a d'autres, le Sinox et tout ça qu'on prescrit. Ça, c'est uniquement sommeil. D'ailleurs, on les prend en allant se coucher. Alors, docteur,